l'après-midi parce que les échanges de ce matin m'ont amené à rajouter des choses dans mon topo. Alors s'il y avait 2-3 heures en plus, là, ça deviendrait interminable. Bon, en tout cas, voilà, je vais vous proposer ma contribution sur ce thème. Je voudrais préciser trois restrictions préliminaires de mon propos. Premièrement, j'admets au départ l'expression figure inspirante. Je ne l'ai pas questionné, ce qu'on pourrait faire certainement. Hein. J'admets qu'elle a une consistance et j'ai simplement essayé d'expliciter ma compréhension intuitive de cette notion et notamment de la notion d'inspiration. Deuxièmement, je vous propose des réflexions générales, mais je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment un discours en première personne, avec pas mal d'interrogations. J'avais jamais bien réfléchi à cette notion et j'ai saisi l'occasion de le faire. Et puis troisièmement, j'ai réfléchi justement à partir de mon propre travail, autrement dit des figures qui m'ont inspiré moi-même, qui sont j'en ai recensé 4 principales qui sont Emmanuel Kant, Hegel, Hannah Arendt et Ricoeur, donc des philosophes. Hein. Et ça veut donc dire, troisième restriction, que je prends la notion d'inspiration comme inspiratrice du travail philosophique, hein, et non pas de l'action pédagogique. Je tiens à insister sur ce point parce que évidemment c'était tout à fait possible et il en a été question ce matin. Et ça aurait pu orienter la réflexion dans une autre direction, mais là, c'est bien le travail philosophique qui m'importe. Alors, j'ai trois idées à proposer. La première est assez simple. Si l'on s'inspire de quelqu'un, ou si je m'inspire de quelqu'un, ou si l'on s'inspire de quelqu'un, c'est parce qu'on pense soi-même. Ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Donc, autrement dit, la figure inspirante m'inspire, ça veut dire qu'elle ne pense pas à ma place. Si c'était le cas, ça ne serait pas une figure inspirante, mais plutôt un maître à penser, dont on serait le disciple. Ce qui est d'ailleurs tout à fait possible, hein, c'est un cas qu'on peut admettre. Hein, on a trouvé la vérité dans une œuvre et il n'y a rien d'autre à faire que de la transmettre. Je pense que dans l'histoire de la pensée, ça s'est produit à plusieurs reprises, hein, avec des cartésiens en particulier, avec des kantiens, bon, etc. Mais ce n'est pas le cas de la figure inspirante. Je pense que la figure inspirante ne donne pas un prêt à penser, elle donne à penser. Et ça veut dire que le travail de pensée que la figure inspirante a fait avant moi va m'aider dans mon propre travail. De telle sorte que la relation à la figure inspirante, c'est à la fois une relation de proximité, je vais y revenir, mais c'est aussi une relation de distance. J'essaye d'élaborer ma propre pensée, qui ne sera pas celle de la figure qui m'inspire. Ou encore, si je peux dire les choses comme ça, l'inspiration n'est pas totale. Si c'était une inspiration totale, on passerait au maître à penser à ce moment-là. Elle est partielle, on peut avoir des points de divergence, on peut avoir des désaccords, mais ça n'empêche pas d'être inspiré. Et il est possible aussi que plus on approfondit la familiarité avec l'auteur en question, mieux on voit à la fois les points d'accord et les points de désaccord. La solidité et peut-être la faiblesse de la figure inspirante. Voilà pour la première idée. Une deuxième idée, si la figure inspirante n'a d'intérêt que pour quelqu'un qui pense déjà, hein, et si son intérêt c'est de l'aider à penser, donc quelle est son utilité, hein, à quoi bon recourir à une ou à des figures inspirantes? Alors là, je voudrais simplement mentionner une réponse à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui m'est venue à l'esprit ce matin, c'est que la figure inspirante suscite le désir. Ça a été dit à plusieurs reprises, donne un souffle, hein, comme on peut l'entendre dans le mot même d'inspiration,
Moi, je reprendrais l'idée de met au travail. Une figure inspirante, c'est quelqu'un qui vous met au travail. Et je reprendrai d'autant plus volontiers cette idée que c'est vraiment une expérience que j'ai faite avec notamment des collègues contemporains, hein, que j'ai pu écouter dans des séminaires ou des colloques. Et à l'issue de ce séminaire, on a envie de s'y mettre soi-même. Et donc ici, il y a une inspiration au sens d'une mise au travail. Mais je voudrais plutôt insister sur une deuxième réponse à la question de savoir quelle est l'utilité de la figure inspirante, qui est l'idée d'orientation ou de chemin. Et pour présenter cette réponse, je partirais de l'idée que le domaine du savoir dans lequel on est engagé, par exemple celui de l'éducation, n'est jamais devant nous comme un domaine vide sur lequel on pourrait construire à loisir une belle théorie, mais au contraire, c'est toujours un domaine très plein. Et un domaine qui est plein d'idées, d'opinions, d'arguments, de convictions, de théories, de pratiques, etc. Une espèce de forêt, si je peux me permettre cette image, hein, au sens d'un milieu profus, plein de choses diverses, sans direction bien claire, sans régularité, et dans lequel on risque de se noyer ou de s'égarer. Et cela d'autant plus que soi-même, on n'est jamais vide non plus, hein, mais qu'on est aussi plein d'expériences, de pratiques, de convictions, d'opinions. Il y a une forêt extérieure et puis il y a aussi une forêt interne avec un double risque d'égarement, hein. S'égarer dans le champ du savoir qui est rempli, et puis s'égarer en soi-même, risque de ne pas repérer ce qui compte, de ne pas savoir trier l'essentiel et le secondaire, etc., etc., etc. Dans cette situation et face à ce risque, l'idée que je souhaiterais proposer, c'est l'idée que la figure inspirante a déjà tracé un chemin et qu'elle montre une voie, en fait. Cette voie, ça ne sera pas définitivement la nôtre parce que on a soi-même sa propre voie à tracer, mais on peut l'emprunter pour un moment plus ou moins long et cheminer avec. Troisième idée, qu'est-ce qui caractérise cette voie? La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est l'idée de la solidité, hein. La figure inspirante a tracé un chemin, hein, et n'y est pas passée une seule fois, c'est pas une simple trace, c'est un vrai chemin, c'est-à-dire que ça a été dégagé, il y a des pièges qui ont été évités, peut-être des détours qui s'imposaient, etc. Bref, le résultat est quelque chose de solide, et cette solidité s'oppose à la profusion que j'ai mentionnée tout à l'heure. Le chemin, autrement dit, n'est pas encombré, il est dégagé. Pour le dire autrement, la figure inspirante a simplifié des choses, hein. Elle a choisi certains concepts, certaines idées, certains arguments et les a mis ensemble. Et il me semble que ce fait d'avoir fait des choix et de hiérarchiser importe. On a devant soi un paysage encombré dans lequel rien ne se dégage. On pourrait tracer de nombreuses pistes, hein. Soi-même, on a déjà esquissé des traces et la figure inspirante nous aide à nous orienter. C'est-à-dire à hiérarchiser, à choisir certaines choses, à abandonner d'autres choses. Au fond, elle donne une réponse à la question qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant et qu'est-ce que on doit laisser de côté? Bref, la figure inspirante donne une démarche, hein. Inspirer, me semble-t-il, c'est montrer une démarche de pensée. Et ça nous inspire parce que cette façon de penser nous semble représenter une forme d'exemplarité et une imitation possible. Alors j'insiste sur la notion d'exemplarité et de modèle qu'on n'a pas trop utilisée. Il me semble qu'on peut l'utiliser ici sans risque dans la mesure où la figure inspirante est simplement quelqu'un qui va m'aider à penser. Donc c'est une forme d'identification, vous savez, comme dans la croissance, en fait, on marche par identification successive. Ça peut être le cas ici. Ce que je voudrais surtout dire, avant de finir, parce que je vois que le temps est presque terminé là, c'est que quand je dis s'inspirer, c'est reprendre une démarche, ça veut dire que s'inspirer, de mon point de vue, c'est pas simplement reprendre un concept, une thèse ou une citation, hein.
en préparant cet exposé, je me suis dit qu'il y avait des auteurs dont je reprenais certains concepts, mais je ne pourrais pas dire qu'ils m'inspirent. Alors, je pense en particulier à Vygotsky ou à George Herbert Mead, qui sont des auteurs que j'ai utilisés dans mon travail, mais je ne crois pas que ce soit des personnes dont je puisse dire qu'ils m'aient inspiré, alors que pourtant j'ai repris des thèses, des concepts, etc., qui me semblent tout à fait importants, hein. Et tout simplement, me semble-t-il, parce que c'est plutôt la démarche qui est en question là, et qui fait que je m'inspire de certains auteurs, c'est-à-dire je reprends cette démarche, alors même que je peux aller chercher des concepts ailleurs, mais chez des personnes qui ne m'inspirent pas. Voilà. Ça veut dire aussi, alors là je m'adresse explicitement à Camille, et il n'en prendra pas ombrage parce que notre proximité intellectuelle est telle que je sais très bien qu'il ne se formalisera pas. Mais ça me pose un problème aussi, l'idée de s'inspirer de ceux contre qui l'on pense. Camille, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je suis d'accord sur le fait que penser, c'est penser contre, hein. Penser avec et penser contre. Ça, il n'y a aucun problème. Mais penser contre, ça rentre pas dans la conception intuitive que je me fais du fait de s'inspirer d'une figure, en fait, hein. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Pour finir, est-ce qu'on peut s'inspirer d'une école de pensée? Ça aussi, il en a été question ce matin, et je ne vous cacherai pas que ça me pose problème. Mais je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà dépassé le temps qui m'est donné, mais je suis prêt à en discuter ensuite.